Diplômés et diplômés de l'UQAC, bienvenue dans ce deuxième podcast de l'Association des diplômés de l'UQAC. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Monsieur Nicolas Lévesque. Nicolas qui est diplômé du baccalauréat interdisciplinaire en arts de l'UQAC, volet cinéma, qui est entre autres directeur créatif chez l'agence Canopé Média, mais aujourd'hui, on le rencontre principalement à titre de réalisateur pour un dernier documentaire qui vient de sortir, qui s'appelle Les Libres. Nicolas, qu'on connaît pour plusieurs, d'ailleurs, documentaires long-métrages, entre autres Chasseurs de phoques en 2018, In Gun We Trust en 2013, et là, on a Les Libres en 2021. Nicolas, bienvenue dans ce podcast de la DUQAC, ça va bien? Ben oui, ça va bien, merci de l'invitation. Yeah, ça fait plaisir, merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Nicolas, aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. D'abord, de réaliser, de créer un documentaire. Je pense que c'est un truc qui va intéresser plusieurs de nos diplômés, notamment en cinéma, ceux qui ont fait le même parcours que toi. Mais je veux aussi qu'on parle du sujet de ton documentaire. Mais avant d'aller trop loin, j'ai une question fondamentale à te poser. Est-ce que ça se peut divulgacher un documentaire? Je pense pas. Je pense pas. Ben, peut-être dans certains documentaires, dans ceux qui sont très divertissants. On en retrouve beaucoup sur Netflix, là. C'est très à la mode là, d'avoir des documentaires où il y a souvent peu de cinéma direct. Mais tu sais, divulgacher, je dirais pas jusque-là. Je pense pas que de savoir ce qui se passe à la fin du film nuit à l'empathie qu'on peut avoir pour des gens ou pour des situations, puis ne nuit pas non plus à l'excitation qu'on peut avoir en écoutant le film. Effectivement. Parce que je vais faire un mea culpa, là. C'était le premier documentaire que j'écoutais de toi. J'ai adoré ça. Sans divulgacher, la fin m'a secoué quand même parce qu'il y a tout un message qu'on pourra parler tout à l'heure. En fait, dans Les Libres, on suit quatre personnes judiciarisées qui sont dans le dernier droit, on va dire, de leur peine d'incarcération. Et ces personnes-là sont en réinsertion sociale? Ouais, on pourrait dire c'est comme ça. Ben oui. Vraiment, c'est comme un peu la fin, c'est la fin d'une certaine peine, hein, parce que c'est souvent des gens qui sortent aux 2/3 de leur peine, mais ils se prennent en main. Donc, quand tu sors aux 2/3 de ta peine, t'es quand même soumis à beaucoup de surveillance encore. T'es comme encore un peu en mandat de détention. T'as pas tes droits, même encore pendant ce temps-là, tu sais, tu peux pas voter, tu peux pas faire des choses normales. Mais sauf que ces gens-là sont comme, ils restent très surveillés, mais avec un petit semblant de liberté. C'est comme, tu peux aller au travail, tu peux gagner ton salaire, mais il faut que tu me dises tout ce que tu as acheté dans la semaine, tu m'amènes les factures. Et c'est justement dans ce contexte-là qu'on les suit. Ils sont dans une entreprise qui s'appelle Stagem, qui offre ça, de la réinsertion sociale, dans une usine. Et là, j'ai pas tout à fait compris. Il y a du bois, ils planent du bois. C'est une usine de bois de palette, c'est un... Entre autres. Ben, en fait, c'est une usine de troisième transformation du bois. Donc, c'est bon, on est dans une région forestière, puis il y a beaucoup de besoins dans cette matière-là. Et puis, ce qu'ils font, écoute, pendant longtemps, ils ont fait des sommiers de lits pour des grandes chaînes d'hôtels. Là, c'est beaucoup des palettes en ce moment qu'ils font. Alors, c'est ça. On travaille le bois, on transforme vraiment le bois à ce moment-là. On le trie, en fait, le moins bon du meilleur. En fait, il y avait beaucoup de parallèles à faire quand même avec les êtres humains qu'on allait rencontrer, là. J'ai vu tes autres vidéos, en fait, de chasseurs de phoques, de In Gun We Trust. J'ai toujours l'impression que tu vas chercher quelque chose qu'on ne connaissait pas. D'où t'es venue cette idée-là de parler de ces hommes et ces femmes-là? Parce qu'il y a une femme, je crois, parmi les individus qu'on suit dans le documentaire. Ouais, même deux, même. Deux. Ouais, c'est ça. Donc, ça vient d'où? Comment t'as su, en fait, que ça se faisait, ça? Bon, tu sais, dans la vie, moi, je suis réalisateur. Je suis aussi producteur. J'ai une entreprise de production. Donc, je fais aussi des contrats où je rends service à des organisations. Donc, je fais des films corporatifs, des publicités. Je fais de la commande aussi dans la vie pour vivre, OK? Puis... à un moment donné, l'usine Stagem avait besoin de films corporatifs sur leur usine, sur leur mission. Ça, c'était en 2013-2014, si je me trompe pas. Et puis, on a fait un film corporatif pour eux. Moi, j'étais engagé par la production comme un directeur photo à cette époque-là. Puis là, j'ai découvert ce lieu-là. Puis j'ai fait, ben voyons donc, c'est bien intéressant. J'étais pas complètement inconnu du milieu carcéral. Quand j'étais jeune, mon père engageait des gens à la prison de Roberval pour aller défricher la forêt, pour faire des champs pour la culture maraîchère. Fait que très jeune déjà, il y avait une petite vanette qui venait avec des gens. Ça devait être intriguant aussi là, pour le jeune Nicolas de voir ces gens-là arriver, travailler. Ben oui, on partait dans le bois. On partait dans le bois toute la journée, puis on allait comme faire notre travail, tu sais. Mais
Donc, quand j'ai appris l'existence de Stagem, je me suis dit, bon, qui s'appelle Equitem aujourd'hui, j'ai comme... je me suis dit, premièrement, ce serait fascinant de rentrer dans ce monde-là. OK, on se le cachera pas. Je pense que pour un spectateur, il y a un sentiment de milieu fermé qui va être vraiment le fun. Et puis, moi, je me suis dit, ça fait longtemps une fois que j'ai fait le corpo, je me suis dit, il faut accompagner le parcours de quelqu'un qui sort du milieu de détention, qui rentre là-dedans, qui fait son 6 mois, puis qui s'en sort. Puis on aura tout ce qu'il y a à vivre là-dedans. Puis je vais le faire sans intervention de ma part, donc sans entrevue. Les entrevues, je vais les laisser être dirigées par des intervenants auxquels font face nos personnages. Parfois j'insère des questions. Là, mais... Ouais. Puis ça, c'est super intéressant parce que, contrairement tantôt tu parlais de documentaires qu'on peut voir sur Netflix où la personne est filmée, interagit avec la personne derrière la caméra. Ici, vous êtes toujours assez invisible. Et moi, en l'écoutant, ça m'a fasciné et intrigué de comment qu'on arrive. Parce que là, déjà, c'est étrange. On va dire des personnes qui arrivent d'un milieu qui ont un dossier criminel, on va dire qui sortent de prison, qui rentrent dans une usine de transformation. Déjà, il y a une espèce de mélange de deux trucs qu'on n'aurait pas cru possible. Et en plus de ça, on ajoute une équipe de tournage qui vient se mélanger à cette espèce de recette. Comment ça se passe? Comment ils vous ont perçu déjà? Le CA de l'usine me faisait vraiment confiance. Tu sais, j'avais fait leur film corporatif dans le passé. J'avais aussi fait un court-métrage qui s'appelle Entrevue avec un homme libre où je documentais les processus d'entrevue, mais qui étaient des pratiques d'entrevue que j'ai tourné dans cette usine-là. Ils étaient très fiers de ça. C'est une production de l'ONF, d'ailleurs. Puis ça a été comme l'accès aux clés de l'usine pour moi. Fait que ça a été vraiment facilitable. Ces gens m'ont aidé à spotter, à quelque part, les gens qui allaient peut-être venir commencer le programme. Puis moi, j'avais pas le droit de les rencontrer peut-être 2 semaines avant qu'ils commencent le programme. Tu sais, je pouvais juste les rencontrer une fois qu'ils étaient en maison de transition ou dans un loyer. Ou, tu sais, je suis pas allé en rencontrer en milieu de détention, mais j'aurais peut-être pu. Mais cela dit, j'ai trouvé mes personnages beaucoup avec l'aide de ces gens-là. Puis, il y en a qui disaient non. Plusieurs disaient non. Mais il y en a qui disaient oui. Puis, à un moment donné, il y en a qui disaient oui pour toutes sortes de raisons. Il y avait besoin d'attention. Ou ils se disaient, ça va peut-être m'obliger à vraiment prendre mon plan de sortie au sérieux. Il y avait vraiment toutes sortes de raisons. Mais tu sais, c'est quand même une construction, tout ça. Là. Une relation comme ça, on se rencontre une première fois. OK, peut-être. OK, je dis oui. Une première journée de tournage, on voit comment ça se passe. Une deuxième, troisième. Puis à un moment donné, tu sais, moi, j'ai des personnages que j'ai perdus de vue, mais c'est pas parce qu'ils étaient tout d'un coup réticents de la présence d'une équipe. C'est juste qu'à un moment donné, ils se perdaient tu sais, ils retournaient dans le crime ou on les perdait de vue, tu sais. Mais sinon, la plupart des gens, même ceux qui étaient réticents au début dans nos présences dans l'usine, ils finissaient par venir nous voir. Hey, puis c'est quoi vous faites ici? Puis là, nous, il y allait chaque semaine pendant 1 an. Là. J'avais un budget, chaque semaine. J'avais un budget qui me permettait à peu près 35 jours de tournage. Donc, j'y allais quand même régulièrement. Puis à un moment donné, les gens s'ennuyaient de nous autres. Puis ils avaient envie de se confier à nous. Tu sais, c'est comme ça que c'est arrivé. Oui, parce que ça, c'est vrai que c'est intéressant. Je veux juste que les gens qui nous écoutent se mettent un peu plus dans l'image, dans la sensation du film. Donc, ça se passe principalement à l'usine, un petit peu des fois dans des rencontres qu'ils ont là. Est-ce que c'est dans leur CRC, dans leur non, ces rencontres-là, c'est ça se passe beaucoup à l'usine. Bon, le début du film se passe comme en milieu de détention, mais on s'en va de là. Tu sais, c'est ça le début du film, c'est qu'on quitte ce milieu-là. Ça se passe beaucoup à l'usine. Ça se passe un peu dans la ville de Roberval. Il y a un peu de circulation par là. Puis justement, il y a aussi 2 grosses rencontres qui sont comme des thérapies en fait, mais pour les hommes violents, ça s'appelle le cran d'arrêt. Donc ça, c'était pas loin de l'église Notre-Dame à Roberval. Là, c'était dans un petit local comme ça. Mais c'était un autre lieu. Là, mais sinon, la plupart du temps, c'est ça la réalité. C'est être dans l'usine, qui est un contexte réel, où il n'y a pas de gardien, puis qui doit faire comme s'ils étaient dans la vraie vie. Là, Il y a on va dire, là où je me suis fait prendre au jeu, où j'ai eu, on va dire, là, je vais peut-être spoiler des gens, là, mais tout le long du docu, c'est beau. T'sais, on voit ces gens-là, on voit qu'ils ont cheminé, on embarque, puis on a de l'espoir pour ces gens-là. Et le docu finit avec... Moi, ça m'a jeté en bas de mon divan qu'on voit derrière moi. on voit un des personnages qui se fait maintenant rappeler toutes les limitations à sa liberté qui vont persister malgré le fait qu'il a fait tout ce qu'on a vu dans le docu, en fait. Oui. Et ça m'amène à poser cette question-là, que je crois qu'il est le grand message du film. Est-ce que on devient libre un jour après avoir passé du temps en prison? Écoute,
C'est une grande question. Oui, hein? Écoute, c'est puis qu'est-ce que la liberté, tu sais? Est-ce que Ben nous, oui. est-ce que nous, on est libre? Est-ce qu'on se fabrique pas nos propres prisons à quelque part? Mais j'irai pas là. Mais écoute, d'entrée de jeu, il y a une chose qui est claire et nette, c'est qu'un casier judiciaire, ça te suit pour 125 ans. Ça sera jamais effacé à l'intérieur de 125 ans. Donc, oui, ça te suit toute ta vie. Pour toujours, il va falloir que tu vives avec, tu sais, puis même si tu fais tous les efforts pour rester dans le droit chemin, puis que, bon, on te redonne des chances, puis t'es employable et tout, pour toujours, si tu cherches une job, quelqu'un peut faire sa recherche, un employeur peut faire sa recherche, puis dire, ben moi, je te donne pas l'emploi, tu sais, j'ai trop peur que, si t'es arrêté pour de la fraude, ben j'ai trop peur que tu me voles dans ma petite caisse, là, Puis le film fait état de ça. C'est-à-dire que même comme tu viens de dire, là, tu sais, Sam, tu sais, quand après tout ce qu'on vient de voir dans le film, tout ce qu'il a dû à répondre à, écoute, puis il y a des questions difficiles, puis tu sais, travailler sur soi, Mais juste oui. la thérapie du cran d'arrêt, là. Oui. Tu sais, c'est sans cesse, à chaque semaine, réfléchir à une note que tu te donnes pour la gestion de tes comportements, de tes émotions. Tu sais, je disais, tout le monde, on serait face à ça, puis on trouverait ça difficile. Puis on se rend compte à la fin qu'il y en a encore pour 2 ans à aller au poste de police une fois par mois faire signer un document, jamais sortir de la région sans une autorisation spéciale. Tu sais, c'est des conditions, tu sais, puis tu te fais prendre. Là, si tu te fais prendre à pas respecter ces conditions-là, les conséquences sont très, très sévères. Hein. Mais oui. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de préjugés envers les gens, les gens qui font de la détention. On va dire, ils font jamais leur peine complète. Mais, tu sais, je veux dire, non, parce qu'on veut qu'à la fin de leur peine, leur donner une chance de retravailler, de travailler sur eux, puis de se réinsérer, puis de vivre en société. Mais pendant ce temps-là, ils sont comme encore en prison dans le sens que on les abstient de voter. Si on a un permis de conduire enlevé pendant 2 ans, ben le 2 ans, il compte pas pendant le moment de détention. Fait que c'est après la détention que pendant 2 ans, tu ne pourras pas conduire. Il y a beaucoup de... C'est quand même assez sévère, tu sais. Fait que... Puis tu sais, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que les gens, en général, moi, dans tous les personnages que j'ai rencontrés, écoute, j'ai pas... Tu sais, on en a eu des personnages qui viennent de prison fédérale, qui ont fait des trucs un peu plus hard, là, tout ça, mais sinon, en général, les gens, là, c'est pas une carrière de devenir criminel. C'est qu'il y a toutes sortes de facteurs criminogènes qui viennent du passé, qui viennent des occasions, qui viennent de la détresse. Puis, tu sais, maintenant, on agit, j'imagine, sans réfléchir, tu sais, pour beaucoup de monde. Tu sais, ça pose vraiment la question de la société punitive aussi dans laquelle on est. Puis est-ce que ça marche tant que ça? Moi, j'ai des enfants, là, puis quand je les mets, si j'ai chicane, je les mets en réflexion d'un coin pendant 20 minutes, là, ça fait pas grand-chose. Ouais. Il faut quand même discuter, puis tout ça, puis donc des petites peines d'un mois, là, c'est pas quelque chose de très convaincant pour quelqu'un qui a trouvé ça payant à faire son crime. Là. Ça limite, c'est un petit moment à passer. Est-ce que quand on fait un documentaire comme celui-là, on a l'intention de changer quelque chose ou d'amener de poser une question puis de faire bouger quelque chose qui pourrait... Demain matin, on va pas abolir les peines de 6 mois et moins, puis on va pas juste... on va pas penser qu'on n'est plus dans une société punitive. Là, ça va pas changer tout ça. Là, ça, c'est certain. Dis-moi qu'il y a un mais. Dis-moi qu'il y a un mais. Mais, écoute, moi, quand je fais du documentaire dans la vie, puis pourquoi je m'intéresse à des situations, puis pourquoi j'ai envie de les documenter, puis de les mettre... Peut-être pas de les esthétiser, mais de les mettre en lumière, en fait. Je le fais parce que je pense qu'on va en parler plus. Puis moi, j'ai toujours aimé les œuvres plus lumineuses qui nous montrent sans préjuger un peu ce qui se passe. Tu sais. Puis je pense que ça peut aider à se questionner, à amoindrir les préjugés, à aller de l'avant, finalement. Tu sais. Je veux dire, il faut qu'on continue à réfléchir. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de solution, là, tu sais, fait que c'est petit à petit, puis... Mais sauf que je continue de croire qu'il faut raconter des histoires de façon lumineuse. Sinon, l'empathie est peut-être plus difficile à aller chercher de la part du spectateur, puis... Ouais. Moi, quand j'écoute un film, puis que je dis « Ah, chabarou, ça se passe pour vrai, dans la vraie vie, puis il y a des gens qui vivent ça, puis quand ça me flabbergaste, là, je me dis, ça veut dire que c'est important d'en parler, tu sais, puis... Moi, je le sentais comme ça pour les leads. Je me disais, là, il y a quelque chose à montrer au reste du monde qui est super important. Puis il y en a beaucoup, tu sais. Puis le documentaire, pour moi, reste une forme hyper pertinente. Bon, c'est sûr qu'elle est de plus en plus à la mode. Là, on le voit avec Netflix. Il y a beaucoup de documentaires qui sont très scénarisés, mais que ça reste intéressant. Mais en général, le documentaire, c'est pas des films plates des années 50 en noir et blanc. Là. Des fois, les gens ils attachent ça un peu à ça, mais...
écoute, je trouve que les formes narratives documentaires peuvent tellement être éclatées aujourd'hui. Des fois, c'est capoté. C'est presque plus sensationnel parce que tu dis que c'est vrai en plus. Tu écoutes une fiction, tu dis je décroche, c'est trop. Mais là, tu dis j'aurais décroché, c'est trop, mais c'est la réalité. Ah ouais. Moi, je pense que il faut aller chercher chez le spectateur. Faut pas que le spectateur vive les émotions de nos personnages, mais il faut quand on est capable de chercher une empathie, c'est parce que c'était une bonne idée. La suite des choses pour votre projet Les Libres, c'est quoi? Là? Il est sorti le 12 février dernier, je crois, officiellement. Ouais, en salle. Mais le film a été acheté par Radio-Canada, puis ça, on est super contents. Il va passer à mi-mars à peu près là, à Radio-Canada, à l'émission Documanité les samedis soirs. Puis il va l'avoir sur tout.tv aussi en version intégrale. Ah, wow! Fait que ça, on est super contents. Puis sinon, il va toujours être en vidéo sur demande quand même auprès du distributeur, là, Spira. Puis, tu sais, le film va faire quand même son chemin. Je pense qu'il va... là, en salle, on s'entend que c'est pas comme ça que tu vas chercher le plus grand public québécois. Je pense qu'on parle beaucoup à des cinéphiles en ce moment. Mais en étant acheté par Radio-Canada, là, c'est comme... ça cautionne la pertinence de mon film. Ça, je suis vraiment content. Ouais. Mais en plus, ça va parler à beaucoup de monde. Tu sais, des fois, on dit que la télé, c'est mort. Mais non, ça parle vraiment... Beaucoup de gens sont au rendez-vous encore. Parce que quand tu mets du temps et de l'énergie dans un projet comme ça, au final, tu veux que ça soit vu par un maximum de gens. Surtout quand il y a une optique de questionner puis de faire voir. Évidemment. Est-ce qu'il y a un marché Est-ce qu'il y a un festival? Comment ça fonctionne, le documentaire? Est-ce que ton docu il est inscrit à des... Est-ce qu'on risque de le voir dans des festivals de documentaires à l'international? Oui. Comment ça fonctionne? C'est pas à la sortie que tout ça est déjà canné, c'est le marché du film puis... C'est ça. Souvent, on passe par les festivals avant la sortie en salle. Tu sais, comme là, j'ai au printemps, j'ai gagné un prix de pitch au Festival de Cannes. Après ça, le film a été sélectionné au RIDM, les rencontres internationales du documentaire de Montréal, au mois de novembre. Puis le film a d'autres sélections à venir quand même, là, dans d'autres festivals internationaux. Cela dit, c'est juste une sortie canadienne, donc ça ne nous prive pas d'avoir des festivals internationaux dans d'autres pays. Okay. Et puis la sortie de Radio-Canada aussi, elle reste géolocalisée au Canada, donc elle ne nous empêche pas d'être sélectionnés ailleurs puis d'avoir un certain standing là, à l'international. Parce que, tu sais, on peut dire que c'est un film c'est vraiment un sujet local, mais qui est universel. C'est vraiment local to global. C'est quelque chose qui se passe ici, mais qui pourrait se passer ailleurs, puis que tous les gens ailleurs sur la planète peuvent s'identifier à ces personnages-là, puis peuvent trouver intéressant ce film-là. Nicolas Lévesque, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce deuxième balado de l'Association des diplômés de l'UQAC. J'en profite pour rappeler à tous les diplômés qui nous écoutent que si vous avez vous aussi un sujet que vous aimeriez venir aborder avec nous dans ce balado, ou vous connaissez quelqu'un qui aurait un sujet à venir aborder, n'hésitez pas à nous contacter à aducac@ucac.ca.